aujourd'hui, je reçois Vincent Turand pour Les étoiles s'éteignent à l'aube. Alors, ce live est comme tous les lives concoctés avec BD, que je remercie. C'est notre troisième live de l'année. Sur ce troisième live de l'année, il sera disponible juste après le live en replay, puis dès demain en podcast. Je viens d'inviter Vincent à nous rejoindre et soyez bien là. N'hésitez pas à poser des questions. Vincent va nous répondre. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut Vincent. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Tu me vois bien là? Moi, je te vois bien, je t'entends bien. Est-ce qu'en ligne, on nous entend et on nous voit bien? Voilà. On va attendre le retour, mais a priori, si moi je t'entends bien, tout le monde doit bien t'entendre. Bon, bah, c'est Bienvenue bien. à toi. Bah merci. J'espère Merci de que tu l'accueil. vas bien. Et c'est un plaisir de te recevoir. Tu es là pour nous présenter ton livre qui est juste sorti, Les étoiles s'éteignent à l'aube. Je vais commencer par par demander de te présenter, si tu veux bien. Ouais, bien Qui sûr. es-tu? Bah moi du coup c'est Vincent Turand. Que je peux dire, je suis illustrateur, auteur de BD, graphiste aussi de temps en temps, et puis maquettiste aussi. Et puis voilà. Ça Tu as fait des c'est. études d'histoire de l'art? Ouais, j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie. J'ai poursuivi en fait en archéologie pendant à peu près 7-8 ans. D'accord. Et en fait, à la base, c'était ça. En fait, je voulais plutôt faire de l'archéologie et ça s'est transformé après en illustration et en BD pour plein de raisons. Et du coup, ouais, principalement. Mais comment on passe de l'un à l'autre? Parce que histoire de l'art, bon, je vois bien. Archéologie, un diplôme de bande dessinée à Paris, hein? Comment tu passes de l'un à l'autre? Euh, bon, en vrai, tu vois, il y a plein de raisons. Je pourrais dire que c'est compliqué en fait l'archéologie en France, surtout quand tu travailles dans ce dont moi je travaillais pour l'archéologie. Petite coupure. Ouais, c'est bon. Alors, je sais pas pourquoi, ça c'est mon portable. Pourtant, il est en charge, donc j'ai du mal à comprendre. Je vais essayer quand même de. Ce que je vais faire, c'est ça. Si tu Ouais. y touches pas, ça marche très bien. Alors, je te disais, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu travailles en archéologie, surtout pour l'archéologie au Mexique et au Guatemala, ce qui était mon cas, ben tu te retrouves assez vite, en fait, soit on te ferme des portes, soit tu comprends en fait que c'est normal, c'est pas ton patrimoine. Bon, il y a plein de choses politiques qui rentrent en compte, il y a plein de différentes choses mais en fait, bon, il y a plein de raisons. La vraie raison, c'est qu'en fait, je préférais encore plus dessiner, quoi. Bah, tout simplement, bah voilà. Voilà, j'avais envie de faire encore plus du dessin et j'ai eu la chance de faire une formation du coup de bande dessinée et je me suis lancé là-dedans finalement parce que c'est ce que je voulais faire et j'en faisais déjà depuis longtemps dans D'accord. mon coin. Tu donnes des cours aujourd'hui, Non, j'ai si je me arrêté. trompe pas? T'as J'ai arrêté? arrêté. Ouais, ouais, Totalement? j'ai arrêté. J'ai arrêté totalement avec le Covid parce que pour plein de raisons. Déjà, ça faisait longtemps que je faisais ça et puis j'avais fait un peu le tour et puis je voyais plus les gamins. En fait, on était quasiment que en visio, En donc du coup, distanciel. je voyais plus le but en fait. Donc voilà, ouais, j'ai arrêté, mais c'est très récent. Mais j'ai fait ça pendant 8 ans. 8 ans. Ok, et ça t'a Ouais. apporté quelque chose dans ton mode de création ou pas du tout? Ouais, si, vachement. Ouais. Ça t'apprend déjà plein de choses. C'est-à-dire que transmettre, déjà, il y a quelque chose d'hyper intéressant dans le fait de transmettre, tout simplement. Et, euh, et puis c'est aussi se confronter parce que c'est des gamins qui vont après en fait intégrer les grandes écoles. Donc en fait, ils sont
y en a qui ont déjà du gros niveau. Et, euh, et puis, il y a du partage, en fait. C'est aux ateliers des Beaux-Arts, donc il y a toujours du partage, que ce soit avec des collègues, avec des peintres, des sculpteurs, avec des gens qui sont dans le milieu depuis hyper longtemps. Enfin, moi, j'étais un bébé hein, à côté, j'ai 35 ans, j'ai commencé, j'avais 27 ans. Euh, il y a des gens qui sont là, qui ont 60 ans, 65 ans, etc. Donc, c'est super, Ouais. j'ai appris plein de choses avec eux, ouais, bien sûr. Donc c'est bien parce que même si c'est pas lié directement à la BD, ça apporte toujours à ton mode de création, quoi. Tout à fait. Et puis en plus, j'ai rencontré des auteurs de BD parce qu'il y en a qui font de la BD et qui sont aussi qui donnent des cours. Donc non, c'est hyper bénéfique. Et puis ça sert la transmission et finalement. Alors en fait, comme c'était un cours, tu vois, de axé sur la narration. Donc en Ouais. fait, avec le directeur pédagogique, on avait décidé de travailler un petit peu tous les médias, mais de faire en sorte que à chaque fois, on puisse faire ressortir l'aspect narratif des différents médiums. Donc, que ce soit de la photographie, du cinéma. Et moi, il y a des choses, bon, je suis assez cinéphile, mais la photographie, j'y connaissais absolument rien. Et donc, du coup, ça m'a permis même de bosser là-dessus, tu vois. De travailler un angle là. Voilà, j'ai ressorti un peu mes dossiers d'histoire de l'art pour le coup sur les peintures et tout, donc ça m'a fait vachement de bien. C'est toujours cool de revisiter Rembrandt et tout ça, donc c'est toujours chouette. Mais en même temps, voilà, de découvrir des nouvelles choses et puis faire découvrir aussi de nouvelles choses, ça c'est quand même vraiment chouette. Ouais, le partage c'est toujours bien. Mhm. T'as travaillé aussi avec un collectif qui s'appelle DIG, Digression imaginaire généralisée. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment a fonctionné cette collaboration? Quand est-ce que vous avez fait des choses ensemble et pourquoi? En fait, c'était des potes de l'école, tout simplement, l'école dans Mhm. laquelle on était, donc qui était le Cézanne, l'iconographe, dans lequel on s'est réunis un jour et puis on s'est aperçu qu'on avait plein de trucs en commun et qu'on voulait dessiner ensemble et qu'on voulait faire des BD ensemble. Et, euh, et ça a abouti sur, c'était, on va dire, ce collectif un peu hybride dans lequel on était totalement un peu libre, mais en même temps toujours contraint de jongler avec un peu ce que les uns voulaient, quoi. Parce qu'on était à un moment, on était beaucoup. Au début, on n'était que trois, puis on a fini, on était une dizaine, quoi. Donc ça, c'était hyper intéressant, mais en même temps, c'était vraiment challenge, quoi. Et du coup, voilà, c'est né comme ça. Et puis après, au début, on en a fait un pour rigoler. Et puis après, on s'est dit, ouais, il faudrait en faire un deuxième. Et puis après, le troisième, on a été sélectionné à Angoulême, et puis, etc., etc. Donc finalement, ouais, c'est une belle aventure. Ouais. Et ça existe encore ou continuez à bosser ensemble ou pas? Ouais. On continue à traîner ensemble, À traîner ensemble? mais c'est vrai que ça fait un moment. Moi, je sais déjà que sur le dernier numéro, j'avais un peu lâché parce que j'ai plus le temps en fait, avec les autres projets que j'ai. Mais je sais que bon, ils ont fait un dernier numéro. Là, on parle d'en refaire un nouveau éventuellement, mais tu sais, c'est l'auto-édition, donc l'auto-édition, ça a un côté aussi, tu vois, C'est du temps, quoi. bah, c'est du temps, et puis tu vois, à côté de moi, j'ai encore 150 numéros du dernier qu'on n'a pas réussi à revendre, tu vois. Ouais, c'est Donc c'est ça. compliqué, tu vois. Mais en même temps, c'est hyper formateur pour tout ce qui est se confronter aux imprimeurs, se confronter à l'aspect un peu de la chaîne graphique que nous on voit pas quoi au début. Les imprimeurs, effectivement les diffuseurs, le crowdfunding, tous ces trucs-là, ouais, ça sert vachement quoi. Et les C'est festivals. au moins formateur dans ce sens-là. Ouais, non mais C'est-à-dire non que plein d'autres, non, plein. ça montre aussi pardon, je te coupe, je suis désolé. Non, Ça je t'en montre prie. aussi l'envers du décor que tu n'as pas quand tu es édité dans une maison d'édition. Ouais, exactement, exactement. Et du coup. Voilà, ça permet tout ça et ça permet bien sûr de partager entre nous, je veux dire, ce qui est chouette avec,
avec ces copains-là, c'est que il y a une époque, quand on se croisait, on allait à Angoulême, euh, bah, on allait déjeuner, en fait, on déjeunait, on dessinait sur les nappes de table, enfin, tu vois, il y a vraiment une espèce d'émulation qui est quand même irremplaçable. La bande dessinée, ça a un côté, c'est très cool, hein, mais ça a un côté un peu solitaire des fois. Et en fait, du coup, c'est bien quand même d'être entouré comme ça. Et du coup, effectivement, ça a ce côté solitaire, la bande dessinée, et t'as pas eu envie ou t'as pas pensé à travailler un atelier, par exemple? Si, bah alors je l'ai fait, mais les deux fois, en fait, la première fois, ça s'est interrompu. J'étais dans l'atelier de Pauline Aubry. Je ne sais pas si tu vois cet auteur qui est une bonne amie à moi, qui a écrit Les Mutants. C'est sympa. Et ouais. Et ensuite, j'ai été amené à être dans l'atelier qui s'appelle un atelier à République qui s'appelle la Villa du Lavoir, qui est l'atelier de d'Aude Picot et de Charles Berberian. Euh, mais en fait, ça a fermé pendant le Covid. Donc on a été viré pendant le Covid parce que ça appartient à la mairie de Paris. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, effectivement, non, je serais bien resté, mais il a fallu qu'on parte. Ouais, Donc, c'est compliqué. mais oui, oui, clairement, l'atelier, c'est un truc, je pense, qui est pareil. Hein, quand tu t'entends bien avec les gens qui sont autour de toi, quand ils peuvent t'apporter plein de choses, il y a quelque chose de super, super enrichissant, bien sûr. Ouais. T'as sorti deux albums avant celui-là, si je me trompe pas. 2017, aux Enfants Rouges, Chemin des Égarés, et en 2019, La Transatlantique. Euh, et c'était chez Magellan et compagnie, je me trompe pas. Ouais, Et c'est ça. donc Ouais. là, on est sur ton troisième album chez Sarbacane. Ouais. Ouah. Alors le petit bémol, c'est le transatlantique, c'est pas une bande dessinée en fait, c'est un roman illustré. C'est un roman Euh, illustré, oui. ouais, c'est un roman illustré, c'est une nouvelle de Stéphane Zweig que Oui. j'ai illustré en fait. Donc c'est pas exactement la même chose. C'est vrai, ouais, t'as raison. Mais effectivement, donc le chemin des égarés. Donc le chemin des égarés, c'est la première. Ta question, c'était pourquoi j'ai changé, Nico? Éditeur? T'es passé donc du coup des Enfants Rouges, Magellan et compagnie, puisque c'est un autre éditeur. Et là, tu arrives en 2022 chez Sarbacane. Ouais. Euh, C'était deux éditeurs. Alors, du moins, les Enfants Rouges, c'est une plus petite maison d'édition. Je n'ai pas dit que Tout à c'était fait. pas une bonne maison d'édition. J'ai dit que c'était une plus petite maison d'édition. Ouais. Et tu arrives sur un projet pour une adaptation chez Sarbacane, qui est déjà un éditeur qui est bien implanté, plus grosse structure et surtout qui appartient aussi à un gros groupe maintenant. Alors peut-être pas à l'époque où tu as commencé le projet, je sais pas trop. Comment t'es passé des Enfants Rouges à Sarbacane? Alors c'est très très simple. Il y a une explication logique. Euh, en fait, ça a commencé avec Magellan et compagnie. J'ai bossé en tant que maquettiste, graphiste pour Magellan et compagnie pendant 5 ans. D'accord. C'est Pendant une cinq maison ans. d'édition de voyage, j'ai fait de la maquette et du graphisme, et je traînais ma bosse sur les salons à porter des cartons et à aller sur les salons de voyage en particulier avec lui et avec d'autres éditeurs de voyage, notamment Transboréal, notamment Elitis, Interval, enfin bon, il y en a plein, mais du coup c'était pas du tout de la BD. C'était pas du tout de la BD, Ouais. mais c'était le boulot alimentaire quoi. Mais qui néanmoins me permettait, tu vois, d'être quand même dans l'image. J'ai rencontré plein d'illustrateurs grâce à ça. J'ai rencontré aussi des voyageurs, des gens super intéressants. Donc il y avait un côté hyper enrichissant. Et en fait, un jour, lui déjà me tannait depuis longtemps pour faire un livre illustré. Il savait que je dessinais, il voulait que je fasse ça. Moi, je lui dis, bah non, moi je veux continuer, je veux faire de la BD. Euh, mais flash forward, donc je vais sur les salons, et un jour, j'ai mon book sous la main et je croise l'éditrice des Enfants Rouges et on discute et elle veut me signer sur un projet. Donc voilà.
Et donc ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que c'est lié en fait. Et il s'avère que j'ai fait le chemin des égarés. Puis je sais pas si tu vois la configuration d'Angoulême, du stand d'Angoulême. Les enfants rouges sont toujours en face de Sarbacane. Donc Ouais. et ouais, ils sont toujours en face. Et il s'avère que en face de moi, il y a un bon ami à moi qui s'appelle Pierre-Henri Gaumont, qui dédicaçait son livre PR après temps, et qui un jour me dit, passe voir Sarbacane, propose-lui un truc. Il savait que j'écrivais un nouveau projet, et c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Et entre-temps, avec Magellan et compagnie, j'avais arrêté de bosser avec lui en tant que, je vais dire full-time, en tant que maquettiste. Je continue encore à bosser avec lui, mais en tant que directeur de collection, ça c'est autre chose. Mais on avait déjà prévu de faire ce truc-là, donc ça s'est fait. J'avais du temps à ce moment-là, juste après le chemin des égarés. Et puis avec Sarbacane, bah voilà, effectivement, à ce moment-là, je suis venu, je crois le dernier jour d'un de ces Angoulême, je me souviens plus lequel, et je lui ai dit, est-ce que tu as 5 minutes? Et puis voilà. Et puis voilà. C'était aussi simple que ça en fait, tu vois. Et Sarbacane, c'est une boîte dans laquelle moi j'avais clairement envie de bosser parce que j'avais vu déjà, j'aimais bien leur catalogue. Hein, donc ça m'a donc voilà. Donc ça t'a permis en échange, des fois Sarbacane, on connaît quelqu'un et puis feu quoi. Voilà, en fait, c'est ça. Ben oui, tout à fait. Ouais. Il y avait effectivement Pierre-Henri qui était là, du coup, qui m'a un peu parlé d'eux. Et puis après, j'ai rencontré Fred, et puis Frédéric Lavabre, Ouais. qui est l'éditeur de Sarbacane. Et ça s'est fait un peu naturellement. Hein. Tu vois, ça c'est. Ah, Voilà. impeccable. Est-ce que chez toi, quand tu étais plus jeune, il y avait de la BD? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu as baigné là-dedans quand tu étais petit? Eh bien, pas tant que ça. En fait, c'est arrivé assez. Enfin, je sais pas comment. En fait, bon, il y en avait. Hein, chez mes parents, c'était surtout les BD de mon père, très classiques. Là, c'était du Black et Mortimer, oui. Il y avait du Black et Mortimer, il y avait du Bug Danny, il y avait un peu de Lucky Luke, mais c'est chez mes grands-parents qu'il y avait surtout. Euh, Mes grands-parents, il y avait beaucoup de Gaston Lagaffe, il y avait beaucoup de Franquin de manière générale, et puis surtout il y avait des gros volumes, tu sais, je sais plus si ça existe maintenant encore, les Astérix, mais vraiment en belle version. Il y avait au moins 5 je pense que c'était un truc collector, il y avait au moins 5 tomes à l'intérieur, avec une couverture en cuir. Et ça, donc en fait, non, j'ai envie de dire jusqu'à 14-15 ans, j'ai pas non plus baigné là-dedans, mais j'en faisais en fait. J'en faisais déjà D'accord. dans mon coin. Parce que peut-être que justement, je dessinais même sur les BD en fait. J'étais un peu un sale gosse. Je faisais la suite des cases, tu vois. Donc vraiment le mauvais gamin, tu vois, qui va complètement ruiner les BD. Mais je faisais la suite des cases, je recopiais les cases. J'aimais bien aussi. Mais j'ai très vite voulu faire des trucs à moi en fait. J'ai très vite voulu faire des trucs à moi, donc j'ai des BD qui datent, que je faisais en gros en solo quand j'avais 7 ans, 7-8 ans. J'avais écrit genre une douzaine de tomes, que j'en ai réalisé peut-être 6, un truc comme ça. Et je faisais, tu sais, des fausses couvertures en carton, avec du coup même l'annonce de parution, un faux éditeur, le prix, ce genre de truc. Donc c'était assez folklorique et je le lisais à mes parents. Donc mes parents ils étaient là, ouais bon, on va le laisser lire son truc. Euh, Laisse partir dans mais tes délires, là, vas-y. exactement. Donc il y avait, non mais voilà et ouais, je pense que toute l'adolescence il y avait pas non plus, j'ai pas baigné là-dedans. C'est plus tard un peu, c'est plus tard que j'ai commencé à. En fait, bon, il y a eu toute la phase manga, comme tous les gamins de l'époque, on découvrait Dragon Ball, on découvrait Saint Seiya, Cobra, City Hunter, tous ces trucs-là. Et en particulier, il y avait, je me souviens très bien,
une BD là qui traînait là dans le fond de la Fnac, mais mon père refusait de me l'acheter. C'était une certaine BD qui s'appelait Akira, que tous les gamins voulaient, mais qui était bon voilà pas pour nous quoi. Donc et quand je l'ai découvert, c'était voilà, ça a tout changé. Mais c'est bien après. J'ai envie de dire que j'avais quoi, 17, 18 ans, 17, 18 ans. On m'offre le combat ordinaire et en Beau fait là, cadeau. ouais, et en fait ça a tout changé en fait. Combat ordinaire, ça m'a tout d'un coup, je me suis dit non mais en fait c'est possible de faire de la BD comme ça, parler de choses un peu adultes, faire un rapport texte-image un petit peu décalé, pas tout le temps redondant. C'est pas Mortimer qui boit son verre de vin et en dessous il y a marqué Mortimer boit son verre de vin. J'ai rien contre Jacobs, mais tu vois, ça faisait un peu, c'est ancré dans le C'était temps, old quoi. school, quoi. Ouais. C'est ça. Mm. Et en fait, tout d'un coup, il y a un truc qui se passe, et surtout, ça me donne envie de découvrir d'autres choses, quoi. Donc là, je me tape tout l'assaut. Je lis Marjane Satrapi, je lis Trondheim, des trucs super tard, quoi. Tu vois, finalement, à 18 ans, je commence à découvrir Baudouin, je commence à découvrir Berberian, je découvre tous ces gens-là et que je connaissais pas du tout, et je suis là, genre, waouh, quoi. Donc ouais, c'est là en fait que ça On s'est. peut faire ça, quoi. Ouais, c'est surtout là que j'ai commencé à bouffer de la BD à ce moment-là. Alors, Mélissa qui est en ligne, qui dit qu'effectivement, Sarbacane a un super... elle a intervenu plusieurs fois, donc je fais le résumé. Ouais. Elle a dit que... Bonjour Mélissa, et elle a dit que Sarbacane, effectivement, avait un très très bon catalogue, et je suis totalement d'accord avec elle, que le combat, c'est juste formidable, et que l'arsenet, c'est trop fort. Alors, et Ouais, c'est bien. effectivement, elle parle aussi du coffret... enfin, voilà, il y a ça, là, de l'arsenal. Je sais pas Très si beau. ça, voilà. Malheureusement, Mais, j'ai pas cette version, tu vois. Moi, je l'ai mais t'as, acheté à t'as la l'époque. version J'ai avec un acheté à parrain. l'époque où il n'y avait pas encore le coffret, tu vois. Dès que je l'ai vu, je me souviens. Je pense que, sans déconner, les combats, c'est plus le combat d'ailleurs, C'est plus le combat, ouais. mais Blast quand même. J'attendais vraiment que les albums sortent, quoi. Vraiment, le deuxième. Ce mec a quand même vachement, ouais, m'a vachement façonné dans plein de choses. Clairement. Ouais. Je suis d'accord, Mais je suis j'aimerais d'accord. bien acheter le coffret. J'aimerais bien acheter le coffret. Mais, enfin, le coffret est sorti il y a, je sais pas, 3 ans peut-être. Ouais, je sais pas. Après, si t'as les originaux, c'est bien. C'est bien aussi, ouais. Les premières versions, c'est bien. Ouais. Ouais. Passons à ton actualité, à ta première actualité. Les étoiles s'éteignent à l'aube. Est-ce que tu peux nous faire un pitch de ta BD et voilà, commencer par là, ce sera très bien. Mhm. Les étoiles s'éteignent à l'aube, donc d'après le roman de Richard Wagamès qui porte le même nom, c'est l'histoire de Franklin, un jeune Ojibwé, donc natif amérindien de 16 ans, qui vit dans une ferme en Colombie-Britannique ou je crois que c'est plutôt en Alberta, donc juste à côté de la Colombie-Britannique, qui est appelé en fait au chevet de son père, qui lui annonce tout simplement qu'il va mourir. Donc ça commence comme ça, c'est pas du tout un spoiler, mais Non. il lui annonce qu'il va mourir et il souhaiterait que Franklin l'amène sur une crête à quelques kilomètres de là, dans les montagnes, pour l'enterrer comme un guerrier. En sachant bien que Franklin est très habitué à la nature, à monter à cheval, à chasser, en gros à vivre dans la nature, parce que la personne avec qui l'a élevé vraiment comme ça, et donc il connaît plein de choses sur les Indiens, choses que Eldon, donc c'est le nom du père, ne sait pas du tout, puisqu'il a eu une enfance compliquée, et surtout il n'a pas du tout vécu dans les traditions ojibwé, étant jeune et même plus âgé, quoi. Donc voilà. Tu veux que je raconte encore la suite? Non, Non, je ça va. pense que ça va bien. Non, n'en disons pas plus, on va pouvoir développer sur tout un tas d'autres thèmes, mais je pense que le thème principal est posé. Après, bah, effectivement, il va accompagner son père à cet endroit, mais voilà, faut garder un petit peu
de l'histoire pour ceux qui vont le lire juste après. Ils Bien sûr. vont aller le chercher à minuit, ils vont aller taper à la Fnac, à la librairie pour pouvoir l'acheter. Euh, est-ce que tu connaissais Richard Magamez, qui est l'auteur du roman à l'origine? J'avais lu Jeu blanc, son livre d'avant, en fait. Et D'accord. et ça, c'est justement, tu vois, le fait d'avoir beaucoup bossé avec des éditeurs de voyage. Forcément, du coup, j'avais lu, je connaissais de nom, j'avais pas lu Les Étoiles, mais j'avais lu Jeu blanc, qui est d'ailleurs, parce que je dois le dire, bon, Fred le sait, on en a déjà parlé. Moi, je préfère Jeu blanc, je préfère cet autre roman, mais non, j'avais jamais lu Les Étoiles. Ah bon. D'accord. Et tu l'as jamais rencontré du coup? Bah non, 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 je l'ai jamais rencontré. Tu sais qu'il est décédé. Oui, Il décédé en est, il est 2017. décédé en 2017. Donc non. Ok. Et t'en as pris connaissance comment, du coup, de ce roman-là, des étoiles? Parce que tu dis que tu l'as pas lu, tu avais lu Jeu blanc. Est-ce que c'est Fred, il t'a indiqué, ou est-ce que c'est toi qui as dit, Fred, je veux celui-là? Non, c'est lui qui m'a indiqué, mais en fait le contexte c'était qu'on recherchait depuis longtemps une adaptation. On a cherché, je crois que j'ai dû pendant à peu près 2 mois lire une trentaine de livres. D'accord. Et tu t'aperçois à quel point c'est pas facile, tu vois, il y a des livres qui sont très bien, mais en BD, c'est difficilement adaptable. Il y a des Mhm. livres qui sont vraiment, vraiment challenge à adapter. Il y a les livres que moi je voulais, il y a les livres que Fred voulait, il y a les livres que moi je voulais pas, il y a les livres que Fred voulait pas. Il y a les livres que toi tu veux et puis tu présentes. Il y avait un autre livre en particulier et l'auteur n'a pas voulu. Et finalement, on est tombé d'accord sur celui-là. Il m'a proposé celui-là. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Lis-le, regarde. Et ça m'a plu. Et voilà. D'accord, ça Donc s'est c'est comme fait ça. comme Donc c'est ça. Frédéric. C'est un échange avec ton éditeur, un travail Tout à commun fait. avec ton éditeur pour trouver le bon titre. Mmh. Euh, du coup, pour les droits, ça n'a pas été compliqué? Parce que je suppose que tu l'as lu, tu as dit ouais, ça pourrait m'intéresser. Après, il y a eu une recherche de droit ou dans quel sens ça marche? Euh, je crois que, alors moi, je t'avoue que j'ai pas mis non plus les doigts dedans. Hein. C'est quand même Frédéric qui se charge de ça. Ouais, Donc après, lui, il connaît bien. C'est aussi une question d'éditeur. L'éditeur du roman, donc 10-18 ou Zoé, je sais plus si c'est l'un ou l'autre. Je crois que ça a été réédité chez Zoé. Enfin bon. Donc il connaissait bien les 10 éditeurs de Zoé. Il m'a dit forcément que la négociation serait plus facile peut-être. Et puis ils sont tombés d'accord. Donc je t'avoue que je peux pas t'en dire beaucoup plus là-dessus. Je sais pas trop comment après si ça a été compliqué ou si ça. ok, pas de souci. Euh, Comment tu t'y es pris, toi, pour adapter un roman? Parce qu'on parle bien d'une adaptation. Tu as dit tout à l'heure, c'est pas un roman illustré, c'est bien une adaptation. Qu'est-ce que, comment toi tu vis l'adaptation aujourd'hui? En fait, dans le sens de ma question, c'est quel choix on fait quand on fait une adaptation, et plus particulièrement, quel choix toi tu as fait à travers cette adaptation-là? Ben non, je vois très bien ce que tu veux dire. L'adaptation, justement, il faut que ce soit, selon moi, hein, c'est là où c'est intéressant, c'est que il faut que ça laisse la part belle, en fait, évidemment à une partie enfin qu'on reconnaisse quand même l'histoire, mais surtout qu'il y ait qu'il y ait une complémentarité, c'est-à-dire que l'auteur puisse amener une partie de son langage, un petit peu, tu vois, narratif, et du coup. Bah moi, c'est vrai que il y a eu quand même pas mal de débats hein, avec Frédéric, hein, parce que du coup, il y a des fois où moi j'étais pas d'accord là-dessus, il y a des choses sur lesquelles j'étais pas fan dans le roman. Je peux pas dire que j'aimais tout à 100%. Certains dialogues, certaines scènes, et puis tu sais, c'est un roman de 300 et des poussières, et tu vas adapter une BD de 120 pages, donc forcément, tu es obligé d'adapter. Tu es obligé d'adapter, tu es obligé Hmm. de savoir ce que tu veux exactement raconter. Et puis surtout, me concernant, je me disais sur quoi je vais axer le roman. Est-ce que je vais plus parler de la relation père-fils? Est-ce que je vais plus essayer de parler de l'amour un petit peu
un peu destructeur avec la mer? Est-ce que je vais plutôt parler des racines amérindiennes? Je me suis dit, voilà, c'est sur ça que je dois faire mon choix et de préférence essayer en gros de faire un choix un petit peu différent quand même. Même s'il va dans la même direction, on va dire être dans sur un chemin juste en décalage un peu avec le roman. Parce que si c'est faire exactement ce qu'il y a dans le roman, c'est pas une critique, hein, mais moi ça m'intéresse pas trop en fait. Ça m'intéresse pas des masses. Je préfère forcément amener mon regard du coup voilà. C'est à peu près ce que je peux te dire sur une adaptation. Je sais pas si j'ai répondu à ta Ok. question, mais Si, c'était totalement là où je voulais en venir. C'est qu'une adaptation, ça reste quelque chose qu'on doit s'approprier avant de le retransmettre. Tu as parlé de transmission tout à l'heure, donc avant de le retransmettre, en gardant la fibre, mais il faut que ça nous corresponde, enfin que ça corresponde à l'auteur pour pouvoir la retransmettre. Tu as parlé de plusieurs thèmes tout à l'heure. Tu as parlé de la Première Nation, tu as parlé de transmission, tu as parlé de famille, d'amour destructeur. Selon toi, quel est le thème majeur que tu as voulu faire passer? moi j'ai voulu mettre en avant les racines amérindiennes et en particulier même j'ai envie de dire le folklore un peu amérindien. Chose qui est évoquée dans le livre, mais pas autant. Pas autant. Tu vois, toute la partie des cauchemars d'Eldon, par exemple, Ouais. elle n'existe pas dans le livre. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais axer tout simplement parce que euh, ça, pour moi, ça fait partie aussi de la recherche chacun cherche à découvrir d'où il vient, tu vois, que ce soit Eldon ou Franklin, même la mère, ils sont un petit peu en recherche de leurs racines et de leur famille quelque part. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait de se dire que quelque part il y a aussi cet héritage dont ils sont tous les trois quelque part le produit. Et malgré tout, ils en savent pas tant que ça, quoi. Et ça me semblait essentiel, tu vois, par exemple, de euh, de ramener des enjeux, en fait, des enjeux dans le livre. Je te donne un exemple, le personnage, par exemple, de Franklin. Euh, pour moi, dans le roman, j'avais du mal à cerner vraiment à part, tu vois, savoir exactement savoir comment avait vécu son père et la véritable identité de sa mère. Pour moi, sa quête, elle n'était pas trop définie. Je sais pas si tu vois ce que je Je veux vois ce que dire. tu veux dire. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'avait pas trop d'enjeux. Et en fait, le fait de faire en sorte qu'il sache concrètement que son père était peut-être possédé par un esprit, tout l'enjeu en fait du livre, c'était de se dire, il faut pas qu'il laisse partir son père comme ça. C'est Faut à qu'il le lui, libère. exactement, c'est à lui de faire ce travail-là. Et du coup, fallait amener ce côté un petit peu bah, d'adversité, tu vois, qu'il y ait une adversité quelque part dans cette espèce de créature un petit peu euh, qui est très cauchemardesque en fait, qui rappelle totalement la situation dans laquelle se trouve Eldon quelque part. Donc, donc voilà. Donc voilà, je pense que c'était à peu près ça. C'est très bien. Euh, Dans Le chemin des égarés, tu parlais de drogue. Dans celui-là, on parle enfin, de drogue, de toxicomanie, je vais y arriver. Dans celui-là, on parle un peu d'alcool. Uh-huh. Où Euh, est-ce que, où est-ce que tu vas avec cette question? Où est-ce que je vais avec cette question? Non, mais en gros, est-ce que c'est des thèmes que tu aimes particulièrement aborder en BD parce que c'est un thème que qui te semble nécessaire de porter, ou est-ce que c'est le jeu de deux BD différentes et ça n'a pas il n'y a pas de lien? C'est possible aussi. Un peu des deux. Je dirais que en fait, ça m'a toujours
ça m'a jamais intéressé de bosser sur des personnages trop lisses. Hmm. Peut-être que quelque part je le suis pas vraiment, donc c'est pour ça. Forcément, on se projette toujours un peu dans ces persos. Euh, Forcément. mais euh, mais il n'empêche que, crois-le ou non, il n'y avait pas un énorme rapport entre les deux bandes dessinées. Et je considère que les personnages sont quand même radicalement différents dans là où ils vont, Hmm. surtout. Après, en fait, tu finis, quoi qu'il arrive, toujours par aborder des thèmes enfin, c'est assez récurrent, quoi, ça revient. Il y a une chose que je peux te dire, c'est que je pense que ce sera la dernière fois que je parlerai de ces thèmes-là, parce que je crois que j'ai fait le tour. Je crois que vraiment que j'ai fait le tour, et j'ai envie de raconter plein de choses complètement différentes à présent. Mais en tout cas, c'est vrai que ouais, en fait, c'est un prétexte, tu vois, la drogue. C'est pas pour parler de la drogue, c'est un Hmm. prétexte pour tout simplement amener effectivement des aspérités à un personnage. Ça permet de faire en sorte qu'il puisse soit chuter, soit aller dans quelque chose de meilleur. Mais déjà d'emblée, en fait, ça lui rend, bah voilà, ça lui donne tout simplement au départ une aspérité, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est un prétexte. Il y a vraiment ce côté-là où je me suis en fait facilité la tâche, clairement. Je veux dire, j'ai tiré la couette de mon côté en me disant ça va me permettre, tu vois, d'avoir des personnes. C'est vrai que je pense que c'est beaucoup plus difficile de trouver un intérêt sur toute une bande dessinée à un personnage qui dès le début en fait est parfait, quoi. Euh, donc à faire. Ouais, non, mais c'est bien que ça soit pas, que les personnages soient pas toujours parfaits. Effectivement, Mélissa reprend l'exemple de Larsenet, elle dit les écorchés vifs, on connaît. Et effectivement, Larsenet, il sait faire aussi ça. Euh, Ça me fait penser ce que tu dis à Pat Perna qui nous disait il y a pas longtemps, donc on a reçu Pat Perna en live, et Ouais. qui nous disait aussi que lui, au bout d'un moment, quand il avait fini un thème ou de s'approprier un thème ou de parler d'un thème, il a envie de passer à autre chose et Ouais. il veut mettre de côté ce thème-là pour faire autre chose et s'ouvrir. Donc ça me fait penser à ça, effectivement. Même si parfois on aborde des sujets, on a besoin de changer et de pas se retrouver après toujours cloîtré dans le même univers. Ouais. Euh, du coup, pour la partie paysage, tu me montres plein de très très belles choses, à commencer par la coupe. Euh, Comment as-tu travaillé pour essayer de t'approcher le plus possible des paysages du lieu où se déroule l'histoire? Euh, Alors il y a une petite chose que j'ai pas dit dans ma présentation, c'est que je suis né au Canada en fait. Je suis né même à Vancouver, donc je suis pas loin de l'endroit où se passe l'histoire quelque part. Je D'accord. suis resté 7 ans à Vancouver et il y a certainement une quantité d'images qui sont restées un peu dans ma tête. Je veux dire, j'ai pas grandi dans les bois, hein, Ouais. mais je me souviens encore de balades en forêt avec des énormes arbres comme ça, tu vois. Ça, c'est des trucs qui marquent un gosse. Et surtout, on avait plein de vidéos, mon père filmait tout le temps ce genre de choses, voilà. Euh, donc déjà, il y a ça. Il y a ce côté familier qui est forcément revenu un petit peu. Et puis après, un peu, quand même pas mal de docs où je suis quand même allé voir à quoi ressemble la Colombie-Britannique et l'Alberta maintenant. Et puis des influences, alors beaucoup d'influences graphiques sur les montagnes dans le genre de la peinture en particulier, des peintres comme Nicolas Roerich, qui sont des peintres d'il y a quelque temps, mais Nicolas Roerich, un peintre canadien qui s'appelle Robert Gaine, un autre peintre, Norval Morisseau, qui est un peintre ojibwé justement. Du coup, c'était intéressant de voir comment il dépeignait sa culture aussi. Et, euh, et
De manière générale, il y a toujours des peintres qui vont me suivre, qui quelque part, Cézanne est toujours là, et ça c'est ça qui l'histoire de l'art, ça a permis ça, de tomber amoureux de certains peintres, et vraiment Cézanne est toujours là, Paul Klee est toujours là. Euh, Forcément, c'est de la gouache, donc j'ai regardé des choses à la gouache. Puis aussi d'autres BD, et des films, beaucoup de films aussi, euh, qui euh, qui peuvent tout d'un coup en fait, voilà, ça fait tilt. Il y a des décors qui m'ont marqué et tout d'un coup je vais me dire, bah ouais, c'est assez inconscient en fait. Il y a plein de choses qui sont assez inconscients sur les films, c'est assez inconscient. Par contre, ouais, sur les recherches de doc, effectivement, je me perds dans ta question. C'était quoi déjà le début? Non, non, mais c'était très bien. C'est comment tu t'es inspiré, enfin, comment tu as fait pour essayer de rendre le plus, le plus vivant possible ou le plus réel possible le lieu, quoi. Ouais, ouais, Parce ouais. que Ben, après, on n'est pas. il y a aussi tout simplement l'expérience humaine, c'est-à-dire que moi je pars pas mal en randonnée des fois, que ce soit en basse montagne, ça m'arrive, que ce soit juste à Fontainebleau, ça m'arrive, ou tu vois, j'aime bien ça, j'aime bien la nature de manière générale, donc partir bivouaquer comme ça en hiver, c'est un truc qui me plaît assez. Donc forcément il y a des trucs qui ressortent. Puis j'ai toujours un petit carnet à côté, donc forcément je vais dessiner ce qui m'entoure. Mais ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, Quand est-ce que vous avez commencé le projet? À quelle date vous vous êtes dit, OK, c'est bon, on fait ça? Ah, t'es dur avec moi. Ah ouais, mais j'aime bien C'était. poser ces questions parce qu'à chaque fois, on me dit, je suis pas très très bon en termes de date. Mais oui, parce que surtout tu sais après la pandémie, on n'a plus aucune notion. Ça a commencé C'est clair. il y a Tu 15 m'étonnes. ans, il y a 20 ans. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Je crois néanmoins que j'ai commencé, bah, c'est simple, c'est quand j'arrivais à la, à la Villa du Lavoir, donc l'atelier d'Haute Picot, donc c'était, je crois, début 2020, D'accord. janvier 2020. J'ai commencé le story en janvier 2020. Voilà, Ok. c'est là qu'on a commencé. C'est là que t'as commencé en janvier 2020. Alors, en janvier 2020, en mai 2020, tu avais fait 30 pages. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est sur ton Instagram. C'est vrai? Waouh! Tu avais fait 30 pages et tu dis il Inspirant. t'en restait encore 100 à faire. Ça veut dire que vous étiez mis d'accord sur 134 à faire, Ouais, 130 à faire. on s'était déjà mis d'accord. Ouais, on s'était mis déjà d'accord. Moi, j'ai besoin de ça, hein. J'ai besoin de, j'ai besoin de savoir parce que toute la partie storyboard au départ, toute la partie même réécriture du scénario, hein, il y a toute une Hmm. réécriture du scénario. J'ai besoin de savoir tout ce genre de choses, la pagination, le format, tout ça. J'ai besoin de savoir. D'accord. Et jamais tu as eu un moment où tu as ressenti le besoin de te dire bon, là on a dit 130, mais j'en mettrais bien 5-6 de plus Ou 5-6 de moins. ou, ou 5-6 de moins ou une dizaine ou une vingtaine de plus. Ouais, 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 non, clairement, clairement. Il y a plein de scènes sur lesquelles j'aurais voulu en fait m'étendre un petit peu, raconter plus de choses. D'autres qui me paraissent un peu, maintenant que je le relis, pas aussi longues, peut-être qu'elles auraient eu plus d'impact. Oui, forcément. Après, il faut s'arrêter un moment, tu vois. Il me semble d'ailleurs que tout au début, non, je crois que non, on est tout de suite parti sur 134. Hein. J'essaie de me rappeler, mais bon, c'est toi qui as les chiffres. Mais tu vois, mais clairement, oui, oui, oui. Ça aurait été bien. Après, la BD, tu vois, comme n'importe quel médium sur le long terme, c'est infini en fait. C'est ça qui est chouette, mais en même temps, ça peut être complètement chronophage. C'est-à-dire que je pourrais faire 1 million de pages sur ce livre. J'aurais encore des trucs à raconter, quoi. Ouais, Donc il faut choisir et puis il faut que ça soit que ça garde un lien, que ça garde une dynamique, que ça garde un attrait pour le lecteur. Donc effectivement, il faut ouais, couper tout à fait. aussi. Ouais. Donc c'est important de bien choisir. Puis c'est aussi le rôle de l'adaptation du coup. Exactement, ouais. Exactement.
Ta BD, tu l'as terminée à quelle date exactement? J'ai dû la finir je crois que les dernières planches, c'est mai 2021, je dirais. Mais peut-être que je me Mhm. trompe. Je me Non, trompe ça doit être ou j'ai bien. raison? Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ça? Ok. Donc ouais, c'est ça. C'est mai 2021. Je crois que j'ai terminé les dernières planches après 2 nuits blanches dont je me souviendrai encore toute ma vie. Et est-ce que elle aurait pu ou elle aurait dû sortir plus tôt? Ou est-ce que c'était Ouais. déjà prévu pour ces dates-là? Non, non, non. Il y a eu plein de retards. Il y a eu plein de retards. Forcément, ça met toujours plus de temps. Il y en a qui arrivent à rester vraiment dans les clous. Moi, c'est pas mon truc du tout. Mm. Moi, j'ai besoin, enfin, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas, il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire que je suis capable de faire une planche. J'ai déjà réussi à faire une planche en une journée, comme une planche sur une semaine, quoi. Donc, euh, donc des fois, ça dépend de la planche, ça dépend de l'état dans lequel tu te trouves, euh, et euh, et puis donc voilà, du coup ça prend du retard. Du coup après en plus il y a des corrects forcément, et avec Sarbacane il y en a pas mal, parce que c'est quelqu'un de très, tu vois, il a une idée très précise sur certaines choses, et moi, comme je suis aussi un petit peu un chieur, je lâche rien. Donc tout d'un coup, je vais lui dire ouais, non mais là ça va pas, non là je suis pas d'accord, là machin. Mais c'est très bien parce que du coup, on a vraiment une relation avec Frédéric très enrichissante, très constructive. Plein d'allers-retours où on va se dire tout ce qu'on pense, et on va se dire non, non, mais là non, là oui, là non, mais là refait, et là non, je suis pas d'accord, etc. Donc c'est comme ça qu'elle a vachement avancé en fait la BD. Et, euh, et oui, non, du coup, pour revenir à ta question initiale, non, non, ça a pris du retard, ouais. Ça aurait dû sortir avant. Euh, T'as terminé mi-2021. C'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé à dire, oula, il y a des problèmes de papier, ça t'a pas fait peur? Et oui, mais tout à fait. Et il y a eu euh, encore plus alors, je sais pas si c'est lié, mais on a eu quelques frayeurs comme ça dans l'album pendant la première, euh, le premier, euh, Première partie de non, non, création. le début de la pandémie, et Ouais, pendant le mot me vient en anglais, le premier lockdown, quand on était enfermé, quoi, quand on n'avait plus le droit de ouais, sortir et que les ouais. magasins étaient fermés, j'avais plus de papier. J'avais plus le papier en question. Et Pour pouvoir c'était, bosser. ouais, ouais, ouais. Donc ça a été compliqué. Enfin bon, mais bref, non, oui, un peu pour la fin, effectivement. Je- Pendant un temps. Après, encore une fois, je pense que c'est un bacan à gérer en amont, hein. Il est assez organisé là-dessus, donc pas eu de problème. Ok. Combien d'exemplaires? Bah, je sais plus trop parce que Frédéric en a rajouté, mais je crois que ça tourne autour de 10 000. C'est Il me bien, 2000. semble. J'ai pas les Euh, chiffres, hein. il me semble que c'est entre 8 et 10 000. C'est bien, 8 et 10 000. Ouais, 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 C'est un carrément. bon Ouais. chiffre. Ah, ouais, 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 non, ouais, clairement. Tu fais une belle confiance. Ouais, Euh, ouais, ouais, c'est un peu de pression, ouais, mais ouais. ah oui, la confiance va avec la pression, je pense, de toute façon, dans tous les cas. Est-ce que t'as pas eu envie, toujours dans cette notion de pagination, de rajouter à un moment un truc contemplatif, une belle double page? Si, bien sûr. Est-ce que ça t'a pas Si, manqué si, ou bien est-ce que sûr. t'as pas eu envie, quoi, en fait, tu vois? Si, et puis si je peux me permettre d'étendre sur la question, de manière générale, j'ai eu aussi envie de sortir un peu des fois des clous du style de la BD, quoi, tu vois, de tout d'un coup partir dans un registre un peu différent, parce qu'il y a plein de choses où je me suis dit, ce style, il faut que je m'y tienne, parce qu'elle colle bien à la narration, elle colle bien à l'histoire. Mais évidemment, parce qu'en plus, il y a plein de scènes de paysages dans le livre. Vagamès décrit vraiment bien la nature. Et quand je dis la nature, c'est vraiment, tu sais, les grands espaces, quoi. C'est les grands espaces canadiens. C'est pas juste
le petit square, quoi, au coin de ta rue. C'est vraiment les grands espaces, donc du coup avec une atmosphère très prenante. Clairement, c'est un troisième personnage, quoi, tout au long du récit. Donc oui. Ouais, il y a Mélissa en ligne qui dit on aurait bien eu un superbe cahier graphique ou plein de double pages. Je suis d'accord avec toi. Faut que Sarbacane il nous sorte une version avec des. C'est ça. Tu Mais il vois? faut le dire, il faut lui dire. Ouais, je le dirai et il écoutera. Ouais. Euh, euh, En juillet 2020, tu as posé les bulles sur tes dessins et tu dis qu'il y a une erreur de typo. Est-ce que ça te parle? C'est un problème de typo en juillet 2020. Ah oui, non, Problème. alors c'était pas un problème de typo, c'était qu'on n'avait pas encore trouvé ma typo. Et on n'était pas encore sûr de ce que ça allait être. Et je crois que du coup, j'avais mis une typo test, un peu. Ouais. Et en fait, figure-toi qu'on a cherché la typo pendant quelques temps. Et en fait, bah, la solution était la plus simple du monde. J'ai commencé à écrire et j'ai commencé à écrire, tu sais, dans ces logiciels où tu remplis des cases. Ouais. Et finalement, du coup, la typo, c'est la mienne. C'est vraiment la mienne. Donc ça, Ah, mais c'est cool. j'allais justement te demander, est-ce que tu Ouais, n'avais c'est la pas eu mienne. envie du coup C'est la mienne. C'est vraiment mon écriture. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette parce que au moins, comme ça, je peux pas dire que elle va pas avec le dessin parce que les deux sont de moi. Ouais. Logiquement, si ça va pas, bon, peut-être, hein, que ça va pas. Il y a toujours mieux, hein. Mais au moins, voilà, je sais que sur ce coup, euh, on est allé à l'essentiel et voilà. Et on était d'accord avec Sarbacane en plus, donc c'était très cool. Bon, impeccable. Les allers-retours sur la couve, c'est toujours Mm. un truc qu'on refait 15 fois une couve Ah ou oui. 20 fois. Mm. Combien de fois vous avez fait d'aller-retour sur la couve ou est-ce que cette couve s'est assez vite imposée? Combien de temps t'as mis pour le faire? Enfin, bon, voilà. J'aimerais bien que Fred regarde là. Je sais pas s'il regarde. Ouais, il y a eu pas mal d'allers-retours. Moi, c'était pas. Allez, je vais le dire. Moi, c'était pas mon choix premier. D'accord. C'était pas mon choix premier. Et j'ai proposé peut-être, je sais pas, 5 6 couves. Euh, et, et effectivement, elles étaient différentes, mais ouais, il était bien sur celle-là, quoi. Celle-là était la première finalement qui s'est mise en place parce que tout simplement, elle rappelle la case dans la BD, page vers la fin, quoi. Tu vois cette scène où ils sont tous les deux effectivement au bord Hmm. de la falaise. Donc forcément, c'est celle-là qui m'ont dit ah, ce serait bien d'avoir cette scène-là. Après, moi j'ai dit ouais, mais je préférerais un truc comme ça. Alors ouais, j'ai tout à fait franc avec toi. Moi, ça me rappelait pas mal le chemin des égarés. Faire deux personnages de dos comme ça avait rien à voir avec Sarbacane, ils y étaient pour rien. Mais moi, faire deux couves qui se ressemblent un peu, ça me saoulait un petit peu. Euh, Après, oh non, elle est complètement différente, t'exagères et tout, il y a plein de trucs nana. Ok, bon, on essaie de revisiter, mais attends, je vais changer la case, je vais la faire un peu différente. Ah ouais, mais là ça va pas. Donc il y avait une autre, il y avait un, deux, trois, quatre où j'ai tenté, tu vois. Comme je te dis, je lâche rien en général sur ce genre de truc. Mais et puis il y a une fois que c'était fait, ah non, le titre il est pas bien comme ça. Une fois, bon, voilà. Bref, c'est infini. C'est infini, mais en même temps, bon, bah comme je te dis, c'est ça aussi les joies de la création qui font que c'est toujours amusant d'avoir des allers-retours comme ça. Ok. Globalement, ça reste, ouais, c'est toujours un regard assez, alors, et sans que ce soit forcément péjoratif, commercial aussi, hein, la couve, puisque c'est ce qui doit attirer l'œil et les éditeurs, ils ont aussi cette habitude-là. Et après, ça reste un échange Ouais. entre l'auteur et l'éditeur. Euh, on le dira à Fred dans les commentaires. Je mettrai un commentaire pour lui dire que il y a plein de messages qui lui sont attribués et, euh, et j'espère qu'il aura le temps de regarder la vidéo. Ouais. Quel effet ça t'a fait la première fois que tu as eu l'album entre les mains? Alors, c'est assez
c'est assez marrant parce que en fait, je l'ai eu juste avant. En fait, en ce moment, je bosse pour une pour une boîte de presse où je fais de la maquette. Hum. J'ai repris un petit peu ce boulot pendant quelques mois et donc j'ai pas du tout le temps. J'avais pas du tout le temps d'aller chercher mes exemplaires. Donc je me suis retrouvé avec 0 exemplaire à partir en plus dans le sud. Frédéric me dit, mais attends, mais avant de partir pour dans le sud pour les fêtes, en plus je pensais pas qu'il allait arriver à ce moment-là. Frédéric m'avait dit vraiment fin décembre et finalement c'est arrivé aux alentours du 15 décembre, un truc comme ça. Et du coup j'étais assez surpris et il me dit, mais non, mais tu vas pas partir dans le sud sans tes exemplaires, etc. Je fais, mais je vais pas partir avec un carton entier d'exemplaires. Et il a fini par me les envoyer par coursier, il m'en a envoyé 2. Sauf que j'étais au boulot et du coup je les ai pas ouverts parce que je me suis dit, du coup ils étaient à côté de moi, je me suis dit bon ouais, je vais les ouvrir. Puis je les ai ouverts finalement chez moi, en rentrant chez moi. Et ce que ça m'a fait, c'est que c'est quand même déjà le premier truc, c'est un peu des formations professionnelles. Tu regardes s'il y a des défauts. Tu regardes s'il y a des défauts au niveau du papier, au niveau de ce genre de trucs. Et franchement, non, c'est cool au niveau de la photogravure, ils ont fait un super boulot il y a des choses qui clochent, mais moi, c'est moi dans le dessin que je retrouve des choses qui clochent. Mais je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Tout le monde me dit, moi, t'es jamais satisfait, mais je fonctionne comme ça. Et voilà, mais sinon, clairement, oui, ça fait. Tu te dis, putain, c'est comme. Enfin, pardon, mince. On est entre nous. C'est ouais, presque 2 ans de boulot, et du coup, ben, clairement. Ça fait un petit truc ouais, un peu d'émotion, ouais, un peu d'émotion. Un peu d'émotion, un peu de pression à ce moment-là aussi, parce que tout est fini, tout est jeté et il faut que ça marche. Alors non, parce Pas que du tout. je fonctionne pas du tout comme ça en fait, ça peut paraître un peu étrange, mais moi quand c'est fini surtout c'est les planches en fait. J'ai une manière un peu particulière de me désintéresser très très vite des planches. J'adore les faire, j'adore travailler, etc. Mais une fois que c'est terminé, elles perdent vachement en fait de leur intérêt. C'est-à-dire que euh, j'ai aimé les faire en fait, et puis après, donc en fait, il y a évidemment oui un peu cette pression parce que je me dis j'ai envie de continuer quand même à pouvoir en faire et du coup ce Ça serait passe bien que par là. ça marche quand même. Mais je suis pas non plus à me flageller si jamais ça marche pas du tout, quoi. Tu vois, et ce qui est plutôt bien parce que ça me permet d'être pas trop déçu non plus, d'être pas, c'est vrai, le plus enthousiaste du monde, même si je le suis, mais j'ai ce regard un petit peu détaché parce que pour moi, ce qui est le plus important, en fait, c'est au moment où je le fais. Au moment où je le D'accord. fais, et en fait, la planche, ouais, perd pas mal de son intérêt une fois que c'est terminé. C'est un peu bizarre, non? Peut-être, mais Ouais, ouais, chacun agit comme il l'entend, le sent, le ressent. Tout à l'heure, tu me dis que tu étais insatisfait. T'es insatisfait ou t'es plus perfectionniste? ouais, plutôt perfectionniste. Plutôt Plutôt perfectionniste. perfectionniste. Ouais, il y a ce. Mais l'insatisfaction, ça vient aussi, ça permet aussi de se dire que je peux mieux faire. Tu vois? C'est ça Hmm. qui me permet toujours d'avancer, c'est de me dire, bah là, je sais que je peux mieux faire, là, je sais que je peux amener autre chose, etc. Même si il y en a où clairement, il y a des planches où je me dis, c'est bien, elle communique quelque chose, elle fonctionne. Je vais rarement dire, par exemple, je dis rarement cette planche est trop belle. Je vais dire, elle fonctionne. Elle Voilà. fonctionne. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles, comment tu organises tes journées? Tu nous as dit que tu faisais, comment tu fais ton story, comment tu dessines. Alors, tu l'as plus ou moins dit tout à l'heure, mais en numérique ou pas. Enfin voilà, explique-nous un petit peu tout ça. Spécifiquement pour cet album? Bah, pour cet album-là, oui, en l'occurrence. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que là, forcément, le médium fait que je suis en tradi, forcément. Là, je suis Ouais. entièrement en tradi. Donc, gouache et crayon de couleur. Alors, comment je fonctionne? Comment s'organise tout le processus?
très souvent, je vais quand même, enfin là c'est l'adaptation, donc en fait non, pas très souvent, mais pour le coup, déjà, j'ai relu peut-être 2 ou 3 fois le livre avant de le refermer, mais je l'ai refermé pour toujours. C'est-à-dire que je m'en suis pas inspiré ligne par ligne, etc. Je me suis juste, c'est resté Tu dans t'es ma pas tête. replongé dedans, quoi. Non. Non, non, j'ai noté peut-être 1 ou 2 phrases, tu vois, vraiment, ou 1 ou 2 moments vraiment qui étaient clés, mais c'était vraiment, ça permettait en même temps, du coup, d'amener ma patte. Une fois que j'ai fait ça, je réécris entièrement le script. Donc là, je réécris scène par scène, je fais un séquencier, hein, et scène par scène, je vais apposer du dialogue, je vais mettre de la description, etc. Une fois que ça c'est fait, je commence une sorte de mini-story, mais exclusivement pour moi, dans le sens où personne d'autre peut le comprendre. Je fais un tout petit truc, en fait, vraiment en patte de mouche, mais ça me permet, moi, déjà d'organiser, puis tu vois, d'avoir un premier jet qui me permettra, limite, une fois que je ferai le deuxième story, de s'il y a besoin de changement. Je dis non, là, ça fonctionne pas, il faut que je le refasse. Donc le premier story, c'est en patte de mouche, donc ça dure vraiment 2 secondes. Je fais la planche entière comme ça au stylo, etc. Et après, je le fais tu vois, en format déjà beaucoup plus grand. Là, je commence à poser mes bulles déjà pour voir ce qui se passe, etc. Et une fois que ça c'est fait, je passe à mon ancrage. Et en fait, là, l'ancrage, le médium voulait que je suis pas du tout passé par tablette graphique, tu vois, avec le chemin des égarés, je passais par tablette graphique, je passais par table lumineuse, même, tu vois, en transparence, puisqu'il y avait 2 planches. Là, je prends ma belle feuille, tu vois, ma belle Quand feuille t'es pas de, en rupture de stock. voilà, ma belle feuille de 300 grammes, et en fait, j'y vais direct, quoi. J'y vais direct et en suivant, en regardant mon story. Hein. Mais comme c'est de la gouache, déjà c'est pas indélébile. Tu peux toujours un petit peu retravailler, un petit peu retricher. Euh, et euh, et après, j'appose le crayon de couleur et voilà. Alors au début, je crois que je faisais un mini crayonné au début, même au crayon de couleur. Et puis après, je me suis dit non, 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 non. Il faut que ce soit plus instinctif, il faut que les persos soient mieux sentis, il faut qu'il y ait un truc, et en fait, y aller directement, ça permet aussi ce genre de choses, quoi. Donc, donc voilà, ouais, c'est à peu près comme ça que ça se passe. T'as fait tout ton story et après t'as fait la partie dessin ou est-ce que t'as fait story tu fais 10 pages dessin, 10 pages dessin, 10 pages dessin. Non, non, je fais tout le story. Je Tu fais fais tout tout le le story. story. Je fais tout le story d'abord, et en fait, le fait d'avoir, tu vois, 3 étapes comme ça, avec un mini story, un story normal, puis après se lancer sur l'ancrage, ça me permet, voilà, tu vois, de mûrir un peu le truc. Ça me permet de mûrir le truc, et comme ça, quand j'arrive au moment de l'ancrage et que je vois même qu'une case fonctionne pas bien, je dis attends, je vais essayer de refaire ça et tout. Ça me permet, tu vois, de cette gestation en fait, elle est bénéfique parce que du coup, forcément, tu retravailles tout de suite la mise en scène, tu retravailles la compo. Voilà, ça permet en fait, effectivement, cet aller-retour dans ta tête où tu t'aperçois que quelque chose ne fonctionne pas quand elle arrive en couleur ou quand elle arrive au grand format. Donc surtout que là, c'est pas du tout le même format parce que tu sais, les originaux sont en 28-38, donc Hmm. presque à 3. Hein. Donc, voilà. Voilà, voilà. Mais non, tout le story est toujours écrit. Moi, j'arrive pas à faire j'arrive pas, même tous les dialogues sont écrits parce que sinon je me perds. Sinon je me perds vraiment, quoi. Même si après, forcément, tu vois, tu modifies un peu. Tu modifies un petit peu, t'amènes quelques changements. Quand l'éditeur, par exemple, te dit que ça va pas à cet endroit-là, tu vois. Mais, euh, mais voilà, c'est le but du jeu, mais au préalable, tout doit être écrit. Ouais. Est-ce que tu fais tout ton dessin et tu colles tes bulles par-dessus ou est-ce que tu dessines pas là où il va y avoir tes bulles? Non, non, non. J'ai Non, l'impression que c'est mais la j'ai la question. Ouais, question parce qu'on a
La semaine dernière, on a fait un live et pendant ce live-là, il expliquait que il avait un dessin, enfin c'était sur des grandes planches et qu'il préférait faire ses bulles avant, comme ça il dessinait pas derrière ses bulles. Ouais. Ouais. Ben non, en fait, là, je savais dès le début. Je m'étais dit que j'allais vraiment tout dessiner, Mm. que j'allais tout peindre, en l'occurrence. Et Mm. je savais où j'allais poser mes bulles, si tu veux. Donc, il y a la plupart du temps, je mets des aplats où je sais que je vais poser mes bulles. Mais les bulles, elles sont entièrement faites du coup sur ordinateur. Je les trace après sur ordinateur et j'appose cette fameuse typo, donc ma typo, après. Donc les originaux, en fait, elles ont pas du tout de bulles. Elles ont pas du tout de bulles. Ce qui rend les originaux encore plus jolis. On en parlera juste après. Alors il y a Mélie tout à l'heure qui a dit est-ce que un tatillon, un arguti arrive à être satisfait? Qui donc Jamais moi? en fait finalement, c'est ce que tu expliques. Ouais, ben je pense jamais vraiment parce que ce qui est bien, c'est que ça te permet du coup de vraiment voilà avancer et de te dire qu'il y a toujours quelque chose de mieux qui est faisable. Après, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mhm. Euh, les choses sur lesquelles j'ai travaillé thématiquement, par exemple, j'ai plus envie d'en parler, quoi, maintenant. Vraiment. C'est-à-dire que pour le chemin des égarés, je savais que ça allait être la dernière BD où j'allais parler de drogue, comme ça. Bon, il s'avère que j'ai reparlé d'alcoolisme, mais tu vois, par exemple, même géographiquement, j'ai pas très envie de refaire une BD qui se passe en Amérique. Euh, Plutôt envie d'aller ailleurs, voir des nouveaux paysages, etc. Donc ça permet quand même, ouais, de, tu vois, il y a des choses qui quelque part sont de l'ordre de la satisfaction, dans le sens où je me suis suffisamment nourri là-dessus. Maintenant, c'est bon, je peux passer à autre chose. D'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup moins, tu vois. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'histoire et la BD avant qu'on passe à ton deuxième actualité? Sur Est-ce qu'il y a des choses que... l'histoire et Ouais, la sur la BD. BD, sur l'histoire, sur la BD, sur voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais ajouter avant qu'on passe à ta deuxième actualité, tout simplement? Euh... Tu me poses une colle là. T'es pas obligé d'avoir d'autres choses, hein. Ça peut revenir plus tard, t'inquiète pas, on a le temps, hein. Ouais, ça peut revenir plus tard, ouais, si j'y penserai, s'il y a des, il y a des, non, ouais, on peut Ok. continuer. Et ta deuxième actualité, c'est l'exposition. Tu as une exposition qui a commencé le 6 janvier et Ouais, qui se termine je le suis là, ouais. 5 février. Donc c'est une longue exposition, hein, un mois d'expo qui a lieu chez Acheter de l'Art. Euh, c'est des planches originales de l'album. Ouais. Ce sont des planches originales de l'album. Comment avez-vous travaillé avec Acheter de l'Art? Comment avez-vous sélectionné les planches? Comment ça se passe avec le travail avec Sarbacane aussi? Voilà. Ben, la sélection s'est faite un petit peu, bon, c'est lui qui choisit, clairement, au départ. Enfin, c'est lui, en tout cas, qui donne l'impulsion, qui va dire, Lui, donc, c'est Acheter de l'Art, Ludo. oui, c'est acheter de l'art. Ouais. Euh, c'est un galeriste qui s'appelle Ludovic Monnier, Ouais. pour ne pas le nommer. Lui va donner l'impulsion, va dire ces planches-là m'intéressent. Moi, je vais donner un petit peu mon avis encore. Je vais dire que tu vois, celle-ci est peut-être mieux, celle-ci était peut-être un peu moins bien, etc. Mais bon, c'est son expo, hein, donc moi je suis assez, il y a aucun souci avec moi. Euh, et, euh, et Sarbacane derrière ben, est impliqué, mais quand même de loin, parce que ils sont, alors ils ont été impliqués au moment de la sortie, parce que ça se goupillait exactement avec la sortie, puisque c'est sorti le 5 et l'expo a Ouais. commencé le 6. Euh, et ils étaient normal. Alors normalement, il y a une dédicace qui aurait dû se faire à BDNet Bastille, qui s'est pas faite, mais qui s'est faite néanmoins à l'intérieur de la galerie. Après,
après, ouais, voilà. Et est-ce que ça répond à ta question? Ouais, ça répond à ma question. Quand est-ce que vous avez décidé de la faire, cette expo? Il est venu vers toi acheter de l'art combien de temps avant la sortie de la BD ou quand tu étais en mode création? Alors, Pas de excuse-moi, souci. j'ai pas du tout entendu ta question. Tu me disais quoi? Pas de problème. Est-ce que Ludo, il est venu euh, quand? Quand tu étais en train de travailler, à quel moment exactement pour te proposer ça? Il y a Alors, longtemps, c'est attends, venu juste à la fin. C'est une t'as question pas, de date encore, si j'aime bien ouais, avoir t'as les pas dates. les dates. Non, j'ai pas les dates, je suis désolé. J'aurais pu lui demander à Ludo mais j'ai pas demandé. Je crois Mais que c'était, moitié de BD? je peux te dire que, non, je peux te dire que c'était avant l'été. Donc ça devait être avant l'été 2021. Je m'en souviens très bien parce que je lui ai dit, je te recontacte au mois de septembre. Quand la BD sort, parce qu'elle devait sortir normalement au mois de septembre. Donc D'accord. je me souviens vivement lui avoir dit ça. Et donc je crois que ça devait être aux alentours de, ouais, j'étais sur le point de finir. J'étais pas loin de finir quand il m'a contacté et il m'a demandé effectivement si j'étais intéressé à pouvoir exposer des planches de l'album. Tu vas déjà les voir. Il voulait les voir. Il voulait savoir si c'était que des planches en tradi, les formats, etc. Et je lui dis bah oui, pourquoi pas. Écoute, je passe te voir à partir du moment où c'est fini. Et, euh, et voilà. Et non, alors non, même je crois que je me demande. J'avais déjà fini, mais en fait les planches étaient à la photogravure. Les planches étaient à la photogravure déjà, donc je les avais pas en fait. Elles étaient chez Sarbacane. Et du coup, c'est pour ça que ça a attendu septembre, effectivement. Ouais. Ok. Combien de planches tu exposes? 30, 32, je crois. Attends, il y en a trois qui sont des illustrations un peu à part. Il y a une couve euh, et le reste, du coup, ça fait 30. 30 piles plus ces quatre-là. Voilà, donc D'accord. 34 en tout. 34. Qu'est-ce que ça t'a fait qu'on te propose d'exposer voilà, voilà, qu'est-ce que tu as ressenti quand il est venu te chercher et puis après de voir l'expo une fois installé parce que je pense que ça doit être quelque chose. Oui, c'est surtout ça en fait, parce que quand il vient te chercher, bon, tu te dis, ok, c'est cool, bah forcément, c'est hyper motivant, mais c'est surtout la voir en fait, c'est voir l'expo qui est euh, qui est prenante et qui, ouais, il a mis ça surtout qu'il a vraiment mis, il a fait une bonne installation et c'est bien mis en scène quoi, donc non, oui, ça. C'est un peu, alors, tu vois, c'est contradictoire avec mon caractère quand je te disais que je me détache des planches, parce que tout d'un coup, c'est comme si on me les remettait, on me dit, hey, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. Donc toi, t'es là, oui, c'est vrai, c'est moi qui ai fait ça. Alors après, ce qui est intéressant, ce qui est amusant, c'est que quand tu vois les planches, euh, les gens te disent ah ouais celle-là ça fonctionne ou celle-là et puis toi tu te rappelles de la galère que ça a été à ce moment-là quand tu as fait la case et de tous ces trucs-là ou du moment où tu as passé cette nuit blanche à 2 heures du matin t'es là je me souviens de cette case j'en pouvais plus etc. Tous les moments c'est aussi ça la BD ça te permet de te rappeler de tous ces trucs-là qui font que forcément non non mais c'est hyper hyper gratifiant et hyper sympa et clairement non ça fait plaisir ça fait plaisir. Alors il y a Mélissa qui a vu l'expo et qui a aussi dit quelque chose en lien avec la couve tout à l'heure, qui dit que l'expo est superbe qui dit qu'effectivement elle a été plus attirée sur la preview de l'expo que sur la couve. Et c'est la preview de l'expo qui l'a amené à lire le livre et sûrement aussi les échanges qu'elle peut avoir. Mais bon, là, c'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure. Donc, ça veut dire aussi peut-être que certaines images que tu as choisies sont peut-être quelque part aussi des images qui auraient pu faire des coupes. Exactement. Petit message à Fred qui regardera demain. C'est pas moi qui l'ai dit hein. Non,
Elle faisait partie des choix. Bon, écoute. Elle faisait partie des choix. Tu as dit tout à l'heure que une fois qu'un projet était terminé, tu t'en détachais et tu voulais aller de l'avant, enfin continuer et avancer. Ça veut dire que tu es déjà sur un nouveau projet? Mhm. Ouais, Mhm. ouais. Est-ce- Alors, en fait, depuis assez longtemps, parce que c'est même pendant la pandémie sur moi a eu un effet assez où j'ai vachement écrit en fait. Donc j'ai écrit 2 scénars déjà. J'ai écrit 2 scénars D'accord. et un troisième même qui est en cours, mais déjà 2 c'est pas mal. Et qui sont du coup terminés et qui sont en très prochainement en lecture avec Sarbacane. Je suis en train de le faire relire un petit peu par-ci par-là. Et voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien de graphique. Enfin, il y a quelques trucs graphiques, mais il y a surtout tout est écrit et tout est déjà bien pensé. En tout cas, même si ça a besoin forcément un petit peu de maturer, mais mais voilà. Ouais. Des histoires à toi, pas d'adaptation à Ouais, ce coup-là, on est bien d'accord. ouais, a priori ce serait ça. Ça m'intéresserait aussi des adaptations, hein, mais c'est vrai que ça m'a manqué un petit peu quand même quelque part d'écrire un truc à moi et j'ai vu avec l'adaptation quand même pas les limites, mais on va dire les endroits où je pouvais un peu me cogner. C'est-à-dire, ce qui est bien, c'est quand tu écris toi-même, ça te permet aussi, encore cette expression que j'aime bien, de tirer la couette de ton côté. Et en gros, de se dire, là, j'ai envie, par exemple, de dessiner une ville, mais de pas la nommer, quoi, et de savoir que ça se passe juste sur une côte méditerranéenne dont on ne connaît pas le nom, et on s'en fout finalement. Euh, c'est ça aussi que ça permet, quoi. Donc oui, des histoires à moi. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu aimerais, alors peut-être pas maintenant, mais est-ce que tu aimerais travailler en collaboration avec d'autres personnes ou est-ce que ça te semble compliqué aujourd'hui? Hmm. Dans un sens ou d'un autre, écrire un scénario pour quelqu'un ou dessiner pour quelqu'un qui t'a fait un scénario. Ne jamais dire jamais. Oui, ça pourrait être hyper intéressant, bien sûr. Après, je pense clairement, et je l'ai vu, tu vois, par exemple avec le travail en collectif, hein, qu'il y a des binômes qui fonctionnent mieux. Il y a des Hmm. gens clairement avec qui je pense il y a une vraie symbiose, avec qui ça se passe vraiment bien, et puis avec qui vont comprendre un petit peu ta mise en scène, ta compo, et puis ce que tu veux raconter aussi. Hein. Et je j'ai pas encore vu au niveau, enfin en tout cas j'ai pas eu la chance d'avoir un scénariste, de travailler avec un scénariste, et en tout cas de converser avec un scénariste avec qui ça m'intéresserait de bosser. J'aurais assez de mal, je t'avoue, à faire juste du scénar. Faire juste du scénar parce que je serais à la base je dessine quand même, donc je me dirais toujours ah non mais là je peux pas, je suis obligé de dessiner, etc. Je ferais limite le storyboard à la place du dessinateur. Enfin, tu vois, je me sentirais très frustré. Donc ça, je suis pas sûr. Après, oui, clairement, travailler avec un scénariste, pourquoi pas, et why not, hein, s'il y a vraiment l'opportunité. Mais pour l'instant, je t'avoue que j'ai plein de trucs en fait encore qui me donnent envie de raconter encore Ah bah, donc des hein, histoires. il faut raconter et puis on te suivra avec plaisir. Donc deux projets enfin, dont un qui est en relecture avant présentation à Sarbacane, si j'ai bien compris, il y en a un. T'es arrivé, donc tu dis qu'il y en a, du coup, t'as travaillé sur trois projets en même temps, celui-là que tu étais en train de terminer, et les deux autres que tu écrivais, hein, si j'ai bien à peu près compris, en même temps. T'es arrivé à réellement sortir de l'une, aller dans l'autre, pour aller dans la troisième? Mais oui, et en fait, je crois que c'est au contraire, euh, je vais te donner une petite anecdote très années 90, mais très cinématographique. James Cameron, quand il travaillait, tu sais, sur Alien 2,
il avait une machine à écrire pour Alien 2 et une machine à écrire pour Terminator 2. Donc voilà, on va se souvenir de ça dans ton podcast. Il a parlé d'Alien et de Terminator, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet un peu de te sortir la tête de justement d'un projet. De prendre et du des recul. fois, mais ouais, de prendre du recul, quoi, parce que des fois, quand t'es complètement là-dedans, alors là, ce qui est en plus intéressant, c'est que il y avait un côté qui était vraiment dans l'exécution. Les étoiles, j'étais plus que sur l'exé, donc je peignais, et tout d'un coup, je me dis, ah, j'ai juste envie d'écrire, tu vois. L'autre côté, c'était j'allais sur mon ordi, je me foutais sur mon canapé et j'écrivais, quoi. Ou j'allais dans un bar, ou j'allais dans un café, ou j'allais dehors et j'écrivais. Donc ça permet en plus, tu vois, effectivement, de complètement de sortir la tête, surtout que c'est des projets radicalement différents. Euh, Celui sur lequel qui est en relecture est beaucoup plus, on part dans de l'humour noir, euh, quelque chose d'un peu thriller. Ça se passe plus du tout dans des grands espaces. Donc oui, non, au contraire. Non seulement j'y arrive, mais enfin je crois que j'y arrive, mais c'est assez bénéfique en fait. J'ai besoin de ça, quoi. Sinon, être tout le temps, t'as la tête dans le guidon, quoi. Tout le temps dans le même truc, surtout que c'est bon. T'as bien vu que Les Étoiles, c'est un super livre, hein, mais c'est quand même une atmosphère assez pesante. T'es quand C'est même dense, dans... hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà, c'est assez dense, donc clairement, j'ai envie de dire que c'est presque salvateur un peu de sortir un petit peu la tête de ça, quoi. Ouais, de respirer, et de pouvoir respirer et de penser à autre chose un petit peu aussi. Tout à fait. Ouais. Tu m'étonnes. Ok, moi je pense avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter avant de passer à la dernière question? Alors on y revient à ta question piège Ah oui, hein, des j'ai dit je choses. reviendrai plus tard, je suis revenu plus tard. Mais t'es pas obligé d'en vouloir en rajouter, on a bien brossé le sujet, je pense. Bah Mais, sur l'album par exemple, bah j'aime, bah ton avis, tiens, à toi, est-ce qu'il y a par exemple quelque chose que tu as trouvé en tout cas qui peut-être ouais, ça m'intéresse de savoir quel est par exemple un instant qui t'aura marqué et quelque chose qui fait que tu t'en souviendras en un particulier. des instants qui m'a marqué, alors faudrait que je le retrouve, c'est plutôt vers milieu fin quand il aborde le sujet de sa mère. Le sujet de sa mère. D'accord. Ouais. Donc quand il arrive à ce moment-là et que finalement on comprend que tout n'est pas si simple. Ah oui. J'essaie de pas spoiler, tu vois ce que je veux dire? Ok, Euh, ok. Oui. Et Ok. ce moment-là m'a bien marqué et un autre après c'est toute la partie qui se passe dans la neige. J'ai trouvé que c'était magnifique. Ah oui. Alors ouais. Ouais. Alors Et tu toute as cette vu, partie-là. ah d'accord. Bah c'est chouette parce que c'est certainement la partie que j'ai préféré faire. Et celle-ci, je trouve qu'elle est, elle parle beaucoup, elle est magnifique et il n'y a pas de texte, mais ça suffit. Euh, tu parles, tu t'apportes assez d'émotion, beaucoup de force, beaucoup d'intensité sur 4 pages et ouais vraiment ça, là moi celle-ci ça m'a marqué. Ouais. Tu Donc, voilà. as tu as vu parce que c'en est largement inspiré. Tu as vu le film qui s'appelle Dersu Uzala Non, d'Akira Kurosawa. non, Alors mais je note. tu le regarderas et c'est issu d'un livre qui s'appelle Dersu Uzala aussi de Vladimir Arseniev et c'est donc un grand livre de voyage justement. Et il y a une D'accord. scène en fait qui ressemble beaucoup à ça en fait, qui se passe sous la neige, où les protagonistes doivent fabriquer un abri, sinon ils vont du coup se faire prendre par la tempête quoi. Donc ouais, c'est très très issu de ça et ça c'est pas dans le roman, tu vois, c'est pas dans le roman et je pensais que c'était indispensable justement pour amener cet enjeu dont on parlait tout à l'heure de Franklin pour sauver son père et pour Hmm. justement fabriquer ce tipi de sudation. Eh ben, écoute, moi, c'est un des moments qui m'a le plus marqué. Mélissa en ligne nous dit, pour moi, c'est une certaine rencontre dans un bar avec la beauté des cases. Alors,
C'est au début, du coup, je suppose, hein, quand on parle de ça. Je sais plus. Bon. Voilà. Ah, mais Pour non, moi. je pense que c'est la rencontre avec la mère. Ah oui. C'est la rencontre avec la mère. Ouais, la scène de danse. Ça doit être ça, je pense. Ouais. Alors, je sais plus exactement où c'est. Ouais, possible. Je- Et donc, je sais pas, c'est pas moi qui le dis, donc c'est Mélissa. Mais du coup, tiens, c'est un exercice marrant, parce que c'est la première fois que je le fais, ça. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Et Bah, oui, c'est avec la mère, nous dit Mélissa. Et c'est la première fois qu'on me pose la question. Et du coup, c'est un exercice intéressant aussi pour moi. Et oui, bah, je t'ai dit les deux moments qui m'ont particulièrement marqué. Et après, bah voilà, j'ai trouvé ça beau, ça fait frémir. Le sujet est fort. Je crois que je l'ai dit, j'en ai parlé. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé cette lecture. Donc il faut y aller, hein. Je vous rappelle, c'est Sarbacane, c'est sorti début du mois, c'est sorti début janvier, euh, 24 euros. C'est très très beau, comme d'habitude chez Sarbacane, parce que c'est aussi une des qualités de Sarbacane, c'est des beaux bouquins. Et donc ça c'est important. C'est bien fait, le papier est aussi agréable au toucher. Moi j'aime bien toucher, sentir les papiers. J'ai un côté un petit peu psychopathe de ce côté-là, tu vois. Non, vraiment bien. J'aime autant les pages où il y a du texte que les pages où il y en a pas. d'accord, ok. Donc ça veut dire il y a une bonne répartition. Tu vois ce que je veux dire Ouais, dans le ouais, ouais. contenu. Ben, ouais, ouais. Puis surtout que ça fonctionne encore sur Ça certaines fonctionne bien. choses. Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, forcément, qui est des bulles ou qui est pas des bulles, ça permet un rythme. En fait, le rythme, pour moi, c'est un des trucs les plus importants. Le rythme, si ça manque de rythme, ou si au contraire tu te perds, ou si, ouais, c'est presque plus important que presque tout, je trouve. Mais je suis d'accord, je sais plus avec qui on disait ça, quand il y a des lectures où on perd un rythme, où il y a un trou, on se dit non, là, il y a un problème, Ouais, ça casse tout le plaisir de lecture. Il faut que ça soit tout à fluide fait. dans tous les cas. Ça peut être fluide et rapide, fluide et lent, mais il faut que ça soit fluide. Il faut C'est ça, qu'il y ait un enchaînement logique. c'est Et ça. effectivement, bah là, on a cette fluidité, ça passe bien. Euh, voilà, non, très très belle lecture de ce début d'année et très fier aussi que tu aies accepté cet échange pour qu'on puisse en parler. Ouais, je t'en prie. Je t'en Est-ce prie, qu'on peut c'était très passer à chouette. la dernière question? Mais oui, oui, oui. Alors, quelle est ta dernière lecture graphique qui t'a marqué, qui t'a plu dis-nous-en plus et si tu l'as, bah, montre-la nous. Eh bien, la dernière lecture, et c'est pas du tout en plus pour faire absolument la promo de Sarbacane, mais c'est vraiment la dernière que j'ai lue parce que c'est tu me l'as offert, hein, tout simplement. Bah oui. C'est ça. Kill, ouais, je suis du coup complètement à l'envers, mais Ouais, mais Kill c'est normal, c'est normal, c'est Annie normal. Wong. Kill Kill Annie Annie Wong. Wong de Swan Merali, Gaël Henry et Paul Bonnat. Ouais. Et tu veux que j'en parle un petit peu? Que je dise Ouais, si tu peux le Toi, tu l'as teaser, tu lu, peux en toi? parler. Ouais, je l'ai publié, je l'ai lu, c'est génial. Moi, j'adore, je trouve que C'est top. je l'ai là, j'ai rangé mes bibliothèques ce week-end, du coup, je sais plus où je l'ai mis. Mais, Ouais. c'est, Écoute, moi, je suis un gros fan de manière générale de Matsumoto. ouais. Et forcément, je pense que il y a un écho hein, avec cet album. Voilà. Donc, je pense qu'il s'en est quand même pas mal inspiré. Mais après, il y a sa touche, hein, il a sa touche à lui, mais surtout, les couleurs, moi, je les trouve top. Et puis, je trouve, pour le coup, le rythme, il est vraiment chouette, assez frénétique et puis assez, ouais. Non, non, je l'ai trouvé hyper chouette. Je l'ai trouvé hyper chouette, beau livre et belle histoire en plus parce que ça raconte un personnage qui écoute une sa cassette préférée en fait, c'est une cassette d'une cantatrice et lui est un tueur à gages dans un futur un petit peu steampunk
Un jour, il s'aperçoit que sa future victime n'est autre que la cantatrice qu'il écoute depuis qu'il est môme. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Ouais, c'est très Matsumoto. C'est très ouais, il y a de l'humour, il y a de l'humour noir, et puis il y a aussi vachement effectivement, de rythme frénétique. Non, c'est très cool. J'ai trouvé ça vraiment Ah bien. ouais. C'est hyper dynamique. Ouais, C'est un véritable page-turner. On a envie d'avaler les pages encore et encore, mm, tellement j'aime bien. Moi, j'ai adoré le personnage ouais, parce qu'il est en même temps super attachant. Enfin bon, voilà, il y a tout chez ce personnage. J'ai trouvé c'est une ça. très très belle lecture. Ouais, Effectivement, mais on en a, à mon sens, pas assez parlé de cette BD, donc c'est très très bien que tu la ouais, remettes, que tu en parles ce soir. voilà. Eh ben, écoute, je vais te remercier. Merci pour le Merci à toi. temps que tu nous as accordé. Puis merci pour cette BD. Je vous le rappelle, Les étoiles s'éteignent à l'aube de Vincent Turan chez Sarbacane. C'est sorti le 5 janvier. Donc, il Merci faut y beaucoup, aller. Johan. Maintenant, vous savez tout. Merci à toi. Ouais, Je le rappelle, ce soir, il sera en replay. Demain, il sera en podcast sur YouTube aussi. Bien entendu, on fera un format en bref, comme on a l'habitude de le faire depuis assez longtemps. Et il y aura un en bref aussi bien sur ma page que sur Comic Strip, ou peut-être qu'on fera la retranscription complète sur Comic Strip. On verra ça à la fin du dérochage avec Claire, fille fan de BD qui m'accompagne dans toute la création des lives. Et la semaine prochaine, on reçoit... ben j'ai un trou. La semaine prochaine, je reçois la Dame Blanche Quentin Zution. Donc voilà, ça sera avec un plaisir. Une autre très belle lecture de ce début d'année. Je te remercie et puis je te merci, dis à Johan. bientôt. Salut, à bientôt. Salut, à Merci. bientôt. Ciao. Salut.